Eh bien, bonjour à toutes et à tous, celles et ceux qui nous rejoignent pour cette nouvelle conférence. Alors, avant de donner les paroles à nos deux conférenciers, le petit pitch usuel technique, pensez à bien cliquer sur discuter. Anneline a été la première à dégainer, à basculer de hôte et panéliste à tout le monde. Vous avez également les équipes de cybercité pour répondre à vos questions dans les coulisses. Et si vous avez des questions donc pour David et Guillaume, pensez à bien préférer l'onglet Q&R, questions et réponses. Et vous pouvez même également commenter et voter pour les différentes questions. Comme ça, ils pourront prioriser. On a peu de temps, donc en général, ils vont aller à la plus votée. Alors, messieurs, je vous donne la parole et je vous souhaite une bonne conférence. Merci beaucoup. Merci et bien, bienvenue à toutes et à tous sur cette session dédiée au search marketing, au e-commerce. Et on va se faire un fight avec Guillaume, on va se présenter juste après, entre Google et Amazon, savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire pour performer. Alors tout d'abord, vas-y Guillaume, allez, je te laisse la parole. Ouais, je ne vais pas être trop long parce qu'il y a du contenu qui est plus intéressant que ma personne. Mais en gros, Guillaume Rocheteau, CEO et cofondateur du coup de l'agence Kruga, spécialisée dans l'accompagnement des marques sur Amazon et uniquement sur Amazon en France, dans les pays limitrophes, Italie, Espagne, Royaume-Uni, Allemagne pour parler des plus intéressants, et aux États-Unis. Donc, on accompagne les marques de A à Z sur ce canal de distribution en France et à l'étranger. Et bien entendu, je suis accompagné de 25 à 30 collaborateurs pour m'aider à accompagner ces marques de A à Z. Et pour ma part, David Bonamour, je suis le DGA de Cybercité. Je vous décris un peu plus Cybercité juste après. Et mon cœur de métier, mon expertise, c'est le SEO, le SIA et le contenu. Donc, Cybercité est une agence Google Ads Partner depuis un bon moment. On est également Google Marketing Platform Certified et Google Analytics Certified. On va vous en parler aujourd'hui. Je présente rapidement Cybercité, puis après Guillaume, si toi tu veux, il y a quelques slides aussi pour toi, n'hésite pas. Donc Cybercité en quelques chiffres, c'est 130 personnes réparties dans 6 agences en France, à Lyon, à Paris, à Nantes, à Rennes, à Chambéry et à Sophia Antipolis. On existe depuis 99, on fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, on a 750 clients, bien entendu, satisfaits. Sur tous ces clients, on fait en règle générale du SEO, du SIA, basé de plus en plus sur du content marketing. Donc, ça centre beaucoup les prestations aujourd'hui. Et on a développé une compétence data analytics et conversion depuis 4 ans. Auparavant, c'était vraiment tous les collaborateurs qui devaient être certifs. Au vu de l'avancée des différents outils, on a créé carrément un pôle et on est devenu agence certifiée Google Analytics en 2018, je crois. Et particularité, nous développons nos propres logiciels et notre R&D en interne. Quelques références, des grands comptes, des ETI, beaucoup de e-commerce, mais on fait également de la lead gen sur du B2B, du B2C, etc., etc. À toi, Guillaume. Oui, donc nous, on accompagne, comme je l'ai expliqué, nos clients du coup de A à Z sur la marketplace Amazon, de la stratégie jusqu'au développement international. Donc la stratégie commerciale, la stratégie logistique, la stratégie de développement, la protection de la marque. Vous n'êtes pas sans savoir qu'Amazon, c'est un petit peu la jungle. Et à ce titre-là, on accompagne les marques à protéger leur contenu, à protéger leur image de marque et à protéger aussi tout ce qui est pricing et compagnie sur cette place de marché. Les contenus de marque, on reviendra dessus, donc ce qu'on appelle les contenus essentiels, les contenus A+, les contenus de réassurance, les campagnes, bien entendu, marketing. On est Amazon Ads Partner depuis plusieurs années maintenant, donc sur tous les formats que propose Amazon Advertising. Et puis, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, une vraie Corda Track qui est le développement à l'international avec tout ce qu'on a vu précédemment, les 4 premiers points, mais sur les pays limitrophes en Europe et également aux États-Unis avec une personne là-bas sur place qui gère l'intégralité des campagnes marketing de nos clients sur le marché américain. Donc voilà, vraiment l'intégralité du spectre. On a une équipe d'une trentaine de personnes, des chefs de projet accompagnés de beaucoup de spécialistes. On est sur une marketplace qui est extrêmement complexe à travailler. Elle est chronophage. Il y a beaucoup de sujets.
beaucoup de mains dans le cambouis et à ce titre-là, on est accompagné de plein de spécialistes sur différentes tâches. Des catalogues spécialistes, des responsables SAV bien entendu, des advertising spécialistes dont je vous ai parlé, un graphiste pour les contenus, responsable logistique parce qu'on aide les marques à, et on reviendra tout à l'heure dessus, il faut absolument que les marques aient du stock pour pouvoir performer sur Amazon et on a donc un responsable logistique qui nous aide à faire des réapprovisionnements logistiques en France et à l'étranger, des rédacteurs pour les contenus qui maîtrisent parfaitement ce fameux algorithme Amazon sur lequel on va revenir tout à l'heure, des développeurs pour développer des outils en propre ou co-développer des outils avec essentiellement des structures américaines, marché sur lequel les marques sont beaucoup plus matures, et des consultants stratégiques pour aider, dont je fais partie, pour aider les marques à déployer, faire une belle roadmap de déploiement sur Amazon, encore une fois, en France ou bien en Europe ou aux États-Unis. Là, c'est pareil, pas mal de références, hein, comme mon ami. Donc, du coup, on n'est pas comme vous pouvez le voir sur ces différentes marques, on n'est absolument pas des experts produits, nous, hein, on est des experts métiers. Donc, nos marques, les marques que l'on accompagne ont l'expertise produit, on mélange ça à notre expertise média avec tous les spécialistes qu'on a vus, on secoue et on en fait une fiche produit qui performe. Donc, on peut très bien passer chez Kruga, pôle éditorial ou l'advertising peut très bien passer de produits d'entretien à la maison verte à la rentrée scolaire avec BIC ou avec Mapet pour réaliser les fiches produits. Voilà, donc on est vraiment des spécialistes métiers, on maîtrise l'algorithme Amazon, on maîtrise l'intégralité de la chaîne de valeur et des maillons de la chaîne de la vente sur Amazon. Mais pour nous, gérer des drones de Parrot ou bien du Café San Marco, c'est à peu près la même chose en termes de gestion au quotidien. Eh bien, c'est parti, on va passer aux choses sérieuses. On souhaitait faire déjà un petit tour d'horizon des grands chiffres Amazon versus Google. Du coup, on est allé voir dans nos outils internes, que ce soit Google Ads ou la partie Amazon Back-Office. Et on est allé chercher certains chiffres pour voir finalement quel était le terrain de jeu entre Google et Amazon. Donc, Google aujourd'hui, c'est 80 en France, hein, là, c'est des données marché FR, c'est 92% de part de marché sur la recherche et environ un consommateur, consommatrice, utilisateur de Google qui, la moitié cherche l'inspiration. Donc, on verra un peu plus tard justement l'importance de cette partie très haut de funnel dans Google. Et, un bon tiers vérifie les dispos et le type de livraison directement dans Google avant de faire leur achat. Et on a un vrai insight depuis début de cette année, c'est l'émergence avec plus 400% des requêtes qui tournent autour de ouvert maintenant à proximité. Donc les gens aujourd'hui, le canal search, c'est aussi un canal pour faire du shopping local. Sur Amazon, je te laisse la parole. Ouais, sur Amazon, alors moi on a mélangé quelques chiffres un peu américains et français. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir le petit comparatif à droite, le petit tableau Amazon versus Google, où on voit que 56% des clients ou des consommateurs commencent d'abord leur recherche de produits sur Amazon et contre 21% sur Google. On voit qu'ils vont venir chercher et comparer les prix sur Amazon à hauteur de 74% contre 32% pour Google. Ils vont venir checker les reviews sur Amazon à 72% contre Google à 32%. De plus en plus, on voit, nous, que dans les consommations d'achat, on voit les réflexes d'achat, notamment aux États-Unis, où les gens, même en boutique physique, en boutique traditionnelle, vont sur leur téléphone, regarder, ouvrir leur application Amazon, regarder les prix, regarder les reviews. Donc, c'est extrêmement intéressant de voir que c'est vraiment dans les habitudes de consommation, notamment là-bas sur place. On voit que pour être beaucoup plus franco-français, on voit sur les deux autres graphes qu'il y a 22 € sur 100 € dépensés en France qu'ils le sont sur Amazon. Donc, les chiffres sont de plus en plus conséquents, de plus en plus impressionnants. Et on voit également sur les chiffres de la FEVAD, hein, c'est les derniers qui sont sortis sur T1 2022, que Amazon est loin devant en termes de visitorat mensuel, puisqu'il est à plus de 35 millions de visitorats mensuels, quand Le Bon Coin est à 27 ou Cdiscount à 20 millions. Donc, il y a beaucoup plus de visitorats. Donc, il est extrêmement nécessaire pour toutes les marques d'avoir vraiment une présence sur Amazon, en respectant bien entendu l'exhaustivité, la véracité des informations qui sont dites sur les fiches produits de sa propre marque. Alors, pour aller plus loin, on a pris un exemple, l'exemple d'une personne qui souhaiterait s'acheter un vélo électrique. Et on est allé interroger le Keyword Ads Planner Google et le même type d'outil dans l'interface Amazon. Et on voulait voir en fait simplement avec Guillaume finalement quelle était la profondeur des requêtes, quel type de trends on pouvait avoir sur les différents outils. Ce dont on s'est aperçu très rapidement, c'est le volume de recherche
qui est effectué sur Google, qui est très important. Sur cet exemple, il représente 17 fois le volume que peut faire Amazon. Ce qu'on note aussi très rapidement, finalement, c'est tout à l'heure, je vous disais qu'à peu près 48% des consommateurs utilisaient Google comme un outil de recherche inspirationnelle. C'est exactement ce qu'on note ici. C'est-à-dire qu'on va avoir énormément de personnes qui vont chercher le produit, mais avec des réponses qui sont très riches. C'est-à-dire qu'on est vraiment full funnel et Google est devenu, au-delà d'un moteur de recherche, c'est devenu un moteur de réponse, ce qui veut dire que c'est la première porte d'entrée, mais il ne distribue pas finalement du mot-clé intentionniste, bas funnel, transactionnel. Donc, on va être aussi bien exposé à du keyword transactionnel, mais également du keyword qui va être, du mot-clé, pardon, qui va être très informationnel ou très inspirationnel. Donc, l'ensemble des études de mots-clés qu'on va pouvoir faire sur un Google est vraiment différente, mais complémentaire de ce qu'on va pouvoir faire sur un Amazon, qui lui est absolument bas de funnel. Donc, finalement, ce n'est que la partie bas de funnel de Google, où là, on va pouvoir retrouver à peu près le même type de volume quand on descend sur des déclinaisons marques ou des déclinaisons couleurs de produits, etc., etc. Donc, on est sur un 100% transactionnel Amazon et un full funnel sur Google. Exactement. Sur Amazon, les gens vont droit au but. Ils tapent vraiment le produit qu'ils recherchent. Ils sont pour la plupart abonnés à Amazon Prime. Ils sont prêts à acheter. Ils ont décidé d'acheter sur Amazon. Et du coup, ils vont droit au but. Vélo électrique pliable. Et ils trouvent leur produit et l'achètent immédiatement. Ce qui nous amène, alors aussi bien pour Guillaume, parce qu'il va vous parler beaucoup de contenu aussi sur la partie fiche produit. Nous, en SEO sur Google, c'est effectivement un fondamental. Et aujourd'hui, on est obligé, alors on n'est plus obligé de rédiger, on est obligé d'être systématiquement en mode proactif sur ce qui se passe dans la SERP, dans la page de résultats de Google. Donc, vu qu'on est full funnel, Google, en tant que moteur de réponse, il doit détecter les nouvelles intentions, il doit détecter des micro-tendances. Et ces micro-tendances, il va venir les pousser dans ses pages de résultats sous la forme de Google Suggest, sous la forme de mots-clés relatifs, sous la forme de questions, on appelle ça des PA, les People Also Ask. Donc, on est dans l'obligation aujourd'hui de suivre l'avancée et l'apparition de ces nouveaux mots-clés. Nous, on l'a automatisé via un outil qui s'appelle Data Garden qu'on a développé en interne, qui va venir finalement nous envoyer un mail à chaque fois qu'on va détecter soit un nouveau mot-clé, soit une nouvelle question, de manière à être proactif et surtout à être le premier, que nos clients soient le premier à répondre à la question ou à développer un contenu ou réoptimiser un contenu autour d'une tendance. Je cite souvent un exemple qui est l'exemple de Culligan, qui est un de nos clients en B2C et B2B qui vend des fontaines à eau, des adoucisseurs d'eau, pardon. Et on a vu arriver dès la deuxième semaine du confinement, grâce à cet outil, des nouveaux mots-clés qu'on ne connaissait pas, ou dans tous les cas qui n'avaient jamais été scannés ni dans Google Ads, ni dans la Search Console. Et on est passé de fontaine à eau sans contact. Donc là, on a vraiment un critère exogène qui est la crise Covid, on n'a plus rien envie de toucher, Google interprète ça et va venir pousser directement dans ses SERP des nouvelles suggestions de mots-clés. Tu as tapé fontaine à eau, peut-être que fontaine à eau sans contact peut t'intéresser. Quand vous recevez cette alerte, ça vous permet tout de suite de se dire est-ce que j'ai le produit, est-ce qu'il faut que je développe un contenu ou simplement que je réoptimise un contenu. En l'occurrence, là, on l'avait réoptimisé pour aller chercher de l'espace. Je crois que toi, c'est pareil de ton côté sur Amazon. Exactement. En fait, on suit en permanence l'évolution des mots-clés et puis l'apparition de nouveaux mots-clés. Et on les intègre ensuite, bien entendu, dans les campagnes publicitaires, mais également, si c'est intéressant, dans les fiches produits. Et ça, c'est tout le travail de notre équipe rédactionnelle et éditoriale. Donc, typiquement, nous, c'était pareil pour le Covid, notamment dans les produits d'entretien. Aussi fou que cela puisse paraître, certains tapaient ensuite produits d'entretien, peut-être pas anti-Covid, mais en tout cas antivirus et compagnie. Donc forcément, nous, on voyait ces mots-clés évoluer et bien entendu, on s'en servait pour faire croître le business de nos marques, quoi. Donc c'est exactement pour le coup là le même travail, pas avec les mêmes outils, mais en tout cas les mêmes analyses et le même travail ensuite, quoi. Si on passe vraiment dans le vif, dans le cœur du sujet, à savoir les algos, donc les algorithmes des deux entités, on va avoir des règles du jeu qui sont finalement à la fois complètement différentes et qui se ressemblent aussi beaucoup. Je te laisse prendre la parole sur Amazon.
Ouais, c'est un peu la genèse de cette conférence. C'est que, du coup, nous, sur cette partie Amazon Advertising, ça nourrit du coup le référencement naturel. Pourquoi? Tout simplement, on va le revoir après. Parce que le référencement naturel sur Amazon, et notamment l'indicateur qui est très important, qui est le BSR, le Best Seller Rank, va se nourrir de plein de choses, mais va se nourrir beaucoup du nombre de ventes générées. Donc, plus on fait de campagnes marketing, plus l'algorithme se nourrit des ventes et mieux vous êtes référencé sur Amazon. Donc, il faut toujours vraiment avoir cette chose-là en tête pour, certes, on va le voir tout à l'heure, avoir des fiches produits qui performent en respectant et en nourrissant l'algorithme sur les mots-clés, sur des contenus bien spécifiques, un nombre de caractères, un nombre de photos, un nombre de vidéos. Mais il faut aussi générer du volume, du trafic. Et pour ça, les campagnes Amazon Advertising sont très importantes puisqu'elles agissent pour les ventes en direct via ces campagnes, mais également pour le référencement naturel en mode un peu fil rouge, quoi. De notre côté, c'est finalement l'inverse. C'est que c'est le SEO qui va impacter le SIA. Alors, il ne l'impacte pas dans le sens où il va améliorer un positionnement dans la partie ads. Mais en fait, c'est plutôt si vous n'avez pas un bon SEO, vous n'aurez pas accès à certaines fonctionnalités de ads. Typiquement, ce qu'on appelle la DSA pour Dynamic Search Ads est basée sur le même crawler. Donc, c'est la même fonctionnalité de Google qui va venir lire les pages de votre site Internet pour vous classer en SEO que pour le SIA. Et si vous avez des facteurs bloquants techniques, s'il n'y a pas d'optimisation, s'il n'y a pas un contenu riche dans la page, Google ne va pas arriver à détecter finalement la pertinence de votre page pour un mot-clé sur lequel vous auriez pu être en annonce. Et on va aussi avoir la même problématique sur la génération de flux automatique, puisqu'on le verra un peu plus tard dans la conférence, il est possible d'être dans Google Shopping en gratuit, soit en passant via le Merchant Center, soit en venant baliser son site. Donc là, on a vraiment un impact de la capacité technique, le côté SEO friendly de votre site et l'ouverture aux différentes verticales ads de Google. Du coup, ce fameux algorithme Amazon, on a essayé de résumer en quelques points, en l'occurrence, nous, pour le côté Amazon, en 6 points, ce qui fait performer une fiche produit. Il y a encore quelques années, donc quand on s'est lancé sur Amazon, il suffisait d'avoir un diffuseur de flux, publier les fiches produits sur Amazon, que ce soit FR ou dans les pays européens, et d'attendre derrière son ordinateur que les commandes tombent. Désormais, ce n'est plus le cas, tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de concurrents, des millions de fiches produits, des milliers de fiches produits sur votre catégorie ou votre sous-catégorie. Et à ce titre-là, il faut cocher l'intégralité des cases des best practices Amazon. Donc, c'est quoi les best practices Amazon pour être référencé correctement sur Amazon et du coup avoir une activité qui se développe sur ce canal? Il faut avoir du coup un prix intéressant. Il faut avoir bien entendu une vélocité de vente intéressante également. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure sur l'impact des campagnes marketing sur le référencement naturel. L'algorithme se nourrit du nombre de ventes et à ce titre-là, il est important d'avoir un nombre de ventes important. Des images et des vidéos qui performent, un nombre d'images, 6 ou 7 en fonction de la catégorie ou sous-catégorie, et la vidéo permettent d'être mieux référencées par l'algorithme Amazon. Un product listing, on va revenir et faire un focus tout à l'heure dessus, extrêmement chiadé et respectant toutes les best practices Amazon sur le titre, les bullet points, le descriptif et tous les petits contenus que propose Amazon pour être extrêmement bien référencés. Et également un niveau de stock toujours important. Pourquoi? Tout simplement parce que Amazon est customer-centrique et à ce titre-là, il ne souhaite pas référencer dans son top 10, top 50, top 30 ou top 100 un produit qui est out of stock. Pour eux, c'est une expérience qui est catastrophique pour le client. Et à ce titre-là, Amazon pénalise fortement les produits qui ont très peu de stock ou pas de stock du tout. Nous, on voit énormément de clients ou de marques qui se sont effondrés en référencement naturel, et on le verra tout à l'heure, j'ai mis des graphes, tout simplement parce qu'ils n'avaient plus de stock. Donc, du coup, l'algorithme ne les référence plus correctement et on se retrouve à rattraper finalement par la suite, par des investissements marketing ou par du travail de SAP, les places perdues à cause de la rupture de stock. Donc, c'est vraiment tout ça. Ratings, price, sales story, images et vidéos, product listing, on va revenir dessus, et un stock toujours présent dans les entrepôts d'Amazon de préférence. Vous n'êtes pas sans savoir qu'Amazon propose un service logistique et que forcément, il y a une prime à ceux, en termes de référencement, à ceux qui stockent dans les entrepôts d'Amazon, ce qu'on appelle FBA, Fulfilled by Amazon. Voilà les 6 points les plus importants, mais on reviendra dans le détail dessus. Je laisse la parole à David. Du côté de Google, on n'est pas… on a une problématique qui est de ne pas avoir une seule verticale. C'est-à-dire que dans Google, soit on parle de Google Shopping, et là on est dans un onglet particulier, soit on parle du search,
Et il se trouve que depuis 2015, le search a énormément évolué dans le sens où quand vous faites une recherche dans Google, Google va venir vous présenter des typologies de résultats sans que vous les ayez demandé, à savoir des maps, le shopping, des images, des vidéos, etc. etc. Et du coup, on est dans l'obligation, quand on veut faire du SEO et du SEA sur Google, de travailler 3 types de pages. Les listings qui sont prioritaires par rapport à la page produit. Donc là, c'est une vraie différence par rapport à Amazon. C'est qu'aujourd'hui, si vous voulez faire du SEO et être ranké sur les top mots-clés, que ce soit des catégories de produits ou alors des marques, sans une page listing bien optimisée, vous n'y arriverez pas. C'est impossible. Donc nous, la priorité, c'est sur ce listing de produits. Ensuite, les pages conseils. Vu que Google est sur un full funnel, donc de très haut dans le funnel, donc ça va être inspirationnel, ça va être informationnel. Là, on va passer par de la rédaction de contenu qui ne sont pas forcément embarqués dans les pages listing ou dans les pages produits, mais réellement dans une arborescence qui va être complémentaire. Et enfin, la page produit, puisque là, typiquement, dans Shopping, c'est la page produit qu'on va venir travailler en SEO gratuit ou en SIA, donc en ads, que ce soit en Performance Max ou d'autres types d'extensions possibles. Ce qu'on va faire, c'est je vais te laisser la parole, Guillaume, toi, pour dérouler ta verticale. Après, je reprendrai la parole pour parler de la partie Google. Ça roule, je vais essayer de ne pas être prolixe parce que je vois leur tourner. Du coup, le best-seller rank, si je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est toujours être bien référencé dans sa catégorie et sous-catégorie. Et c'est extrêmement important de l'être. Nous, on veille à ce BSR en permanence pour l'intégralité de nos clients. Et du coup, on a mis une petite stat en bas qui dit que 70% des utilisateurs d'Amazon ne vont pas au-delà de la première page du résultat. C'est pour ça qu'il faut vraiment cocher toutes les cases et être performant sur l'intégralité des facteurs. Sur Google, je te coupe, je crois qu'on est à plus de 90%. 90% qui restent sur la première page. Ouais, donc peut tourner. Ah pardon, désolé. Je t'en prie. Donc du coup, comme je vous l'ai expliqué, il faut être bon sur les photos produits, sur le titre de l'offre, sur l'ajout de vidéo, sur le descriptif produit, sur les bullet points, on va avoir une image juste après, et l'intégration de mots-clés. Tout se joue dans les mots-clés. Nous, nos rédacteurs, ils ne font pas juste des fiches produits comme ça, en prenant juste, en s'imprégnant de l'image de marque et des produits. Non, ils vont intégrer bien entendu les mots-clés les plus tapés avec des outils tiers qu'on a co-développés pour pouvoir avoir une offre qui performe. Je veux bien que tu passes celle d'après, je crois qu'on voit l'exemple. Donc là, c'est pour une marque, par exemple, de brosse qu'on accompagne, une marque allemande de brosse pour barbe et pour cheveux. Donc là, en fait, tout le travail, donc souvent les marques nous disent, mais attention, le titre, il est énorme, il est immense, et les bullet points, c'est pareil. Oui, mais c'est ce que veut l'algorithme Google. Si vous appelez pas Nike ou Adidas, il va falloir vraiment répondre à tous ces critères-là pour pouvoir performer. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure sur le petit algorithme et les points à respecter, il y a bien entendu le titre, il y a bien entendu les bullet points qu'on voit en dessous. À gauche, on voit un nombre d'images important. On pourrait rentrer dans le détail du typologie d'image parce que nous, on a lancé les campagnes d'A/B testing sur les images qui performent le mieux avec, sans étui, notamment pour cette brosse, des images contextuelles avec des pictogrammes, des images mood, des choses comme ça. Et bien entendu, l'intégration d'une vidéo qui est de plus en plus importante dans la partie algorithme, dans la partie conversion. C'est encore plus le cas aux États-Unis, mais ça devient vraiment un facteur prépondérant dans l'algorithme Amazon et dans l'importance dans le taux de conversion. Donc ça, c'est vraiment l'étoile. Et bien entendu, il y a une flèche qui redirige vers les avis clients. Il faut bien entendu avoir un nombre d'avis clients important et bien entendu très bon. On considère chez Kruga, mais même Amazon considère et tous nos confrères qu'en dessous de 4 sur 5, c'est une note catastrophique et on est pénalisé. Et on voit le taux de conversion et le taux d'achat s'effondrer. Donc, il faut vraiment avoir des avis en nombre et extrêmement bons. Nous, on a un service, Nicole, chez nous, qui ne gère que ça. C'est-à-dire qu'elle va regarder les avis qui tombent sur l'intégralité de nos clients et systématiquement essayer de comprendre pourquoi l'avis n'est pas bon. Parfois, c'est même des erreurs. Les gens commandent plein de choses, mais pas les bons endroits. Et pour nous, c'est extrêmement important de veiller à ce que les avis de nos clients soient bons et soient en nombre. Il ne s'agit absolument pas, vous doutez bien, d'acheter de faux avis, mais en tout cas de veiller à ce qu'ils soient le meilleur possible et en nombre. Je veux bien que tu passes. Juste une question là, du coup, pour comparer par rapport au SEO. Là, le titre de ton produit, il est très long. Ouais. Nous, c'est un peu l'inverse. C'est plutôt faire un centrique sur l'expression phare avec une petite déclinaison. Donc là, quand tu parles d'ajouter des mots-clés, c'est plutôt dans le titre notamment, quoi. Titre, bullet points, exactement. Et dans le descriptif, on ne voit pas là, mais exactement, c'est ça. Nous, on va venir changer régulièrement du coup les titres et les bullet points en fonction, on en parlait tout à l'heure, des nouveaux mots-clés, du volume de recherche des mots-clés. Donc, c'est vrai que ça fait des titres, des fois,
Il y a des marques qui font très attention à ce qu'elles font, notamment sur leur site en propre et compagnie. Elles le disent, mais le titre, il est vraiment extrêmement long, c'est même pas très clair. Mais oui, donc là, volontairement, j'ai mis une fiche produit où le titre est extrêmement long et pareil pour les bullet points. Mais c'est l'idée. Ok. C'est quoi? C'est de travailler sur le plus de caractères possible. Je crois qu'il y en a 200 pour le titre. Et du coup, c'est d'aller le plus possible en intégrant le plus possible de mots-clés. Donc ça, c'est vraiment notre travail au quotidien. Et bien entendu, de le modifier et de l'updater en fonction de l'évolution des mots-clés. Mais en effet, ça fait vraiment des titres qui sont très longs, contrairement à ce que vous faites pour Google. Ok. Ça, c'est tout ce qui est, on va dire, contenu de réassurance. Ça impacte peu le référencement naturel, quoique ça le booste parce que du coup, si la conversion est bonne, forcément, le niveau de vente sera meilleur. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure en préambule, ça va alimenter l'algorithme et ça va faire remonter la fiche produit. Mais tout ça sont des éléments de réassurance qui permettent d'expliquer un petit peu ce que donne la marque, un peu de storytelling. Il y a deux intérêts et deux avantages à ces contenus-là. Le premier avantage, c'est ce que je viens de vous dire, réassurer le client, expliquer un petit peu ce que vaut la marque. Et on s'en sert, nous également aussi, pour renvoyer et faire de la vente additionnelle. C'est-à-dire qu'une fiche à forte audience, on va mettre en bas un petit carrousel de nouveaux produits, de produits complémentaires, et on va renvoyer à partir de cette fiche produit qui performe vers une gamme qui performe un peu moins. Et comme ça, on va pouvoir générer des ventes sur une autre fiche produit de la gamme. Donc, c'est tout notre travail. Donc, on le fait systématiquement pour nos clients. C'est ce qu'on appelle des contenus à plus ou des contenus de marque améliorés, des EBC. Il y a plein de noms en fonction. Il y a deux modèles sur Amazon, un modèle seller et un modèle vendor. Mais dans tous les cas, les termes sont à peu près les mêmes. Et du coup, c'est ce qu'on appelle du contenu de marque amélioré ou contenu à plus. Et c'est extrêmement important pour la conversion et pour envoyer vers des fiches produits qui performent un peu moins. Est-ce que ces contenus A+, ils sont ouverts à tout seller ou il faut avoir… Oui. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. Nous, on est des vieux de la vieille sur Amazon. Mais en tout cas, ça part d'un constat où les marques, nous, on voyait quand on avait pas mal de voyages aux États-Unis. Et en fait, Amazon ne comprenait pas bien pourquoi les marques ne venaient pas sur Amazon. Certaines grandes marques ou certaines marques assez haut de gamme. Et en fait, la conclusion de tout ça, c'était que les marques n'avaient pas l'impression de pouvoir faire respecter leur image de marque. Du coup, ils ont mis en place ces contenus à plus, ces Amazon Store qu'on voit ensuite, pour que les marques se sentent à l'aise. Donc, elles sont disponibles pour tout le monde. Il suffit juste d'avoir au préalable déposé sa marque, donc être détenteur d'une marque et de l'avoir déposée à l'équivalent de l'INPI sur Amazon. Amazon crée tout. Ça s'appelle l'Amazon Brand Registry. On dépose notre marque à l'Amazon Brand Registry et ça nous ouvre un panel de possibilités en termes de marketing et merchandising qui est beaucoup plus important. Et du coup, notamment, ces contenus à plus et notamment ces brand stores qu'on voit là. Donc, c'est vraiment des shop-in-shop. C'est comme si on était sur une boutique. Il faut savoir qu'aux États-Unis, par exemple, c'est un must-have d'avoir ça. Quand vous allez voir un commercial d'une marque, l'équivalent par exemple de la Maison Verte ou de Darjeeling, qui fait partie du groupe Chantel aux États-Unis, il va vous donner sa carte de visite avec écrit amazon.com/Darjeeling. C'est un must-have. En France, on n'en est pas du tout encore là. Mais en tout cas, tout ça, c'est un shop-in-shop. Et on retrouve l'intégralité de ses gammes, de son arborescence de son site internet. Et l'idée, c'est vraiment que la marque se sente à l'aise sur Amazon et qu'on retrouve tous les codes de celle-ci par l'intermédiaire de photos, par l'intermédiaire de vidéos, de catégories, de sous-catégories. Tout ça, ce sont des éléments de réassurance. Il y a deux autres éléments de réassurance et qui permettent aussi également une meilleure conversion. C'est le brand story. C'est encore un élément supplémentaire quand on a déposé sa marque au brand registry qui permet de discuter, ça s'appelle de la marque ou brand story aux États-Unis ou en Angleterre. Et là encore, ce sont des éléments pour montrer d'autres produits de la gamme, d'autres produits de la marque et raconter l'histoire de la marque, toujours avec plus de visuels, avec plus de vidéos. Et puis bien entendu, il y a les badges Amazon qui permettent également de convertir bien mieux. C'est le numéro 1 des ventes, best-seller, l'Amazon Choice, tout ça c'est en fonction de la satisfaction client, sur le délai de livraison, sur le délai de réponse client. Il faut respecter des délais de 12 ou 24 heures en fonction des catégories. Et puis un troisième logo qui est apparu plus récemment, qui s'appelle le Climate Pledge Friendly, si le produit a des certifications type AB Bio, type vegan, type Compact by Design, qui est la grosseur du packaging par rapport au produit fini. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui permettent la conversion. On va passer parce que je vois l'heure défiler. Tu peux y aller, David. Donc voilà, donc une fois qu'on a bien travaillé, le Graal, c'est ça, entre autres, c'est d'avoir forcément son produit qu'on a poussé en numéro 1 des ventes sur la catégorie ou la sous-catégorie de la marque que l'on représente. Et puis quand on a plusieurs produits dans le top 5 ou dans le top 10, forcément, c'est encore mieux et on gagne beaucoup de place et beaucoup de ventes du coup grâce à cela. Côté Google, donc autant on voit que sur Amazon, on est vraiment transac, comme tu dis, les gens viennent chercher, viennent comparer pour acheter. Autant sur Google, c'est la terminologie que je prenais tout à l'heure, on est vraiment passé d'un moteur de recherche à un moteur de réponse. Et j'ai repris mon exemple de vélo électrique et puis je vous présente là la page de résultats type que Google va présenter aux internautes.
globalement, sur l'ensemble des combinaisons qui sont possibles avec et sans YouTube, avec et sans images, avec et sans maps, etc., il y a 810 combinaisons possibles. Si on rajoute l'aspect device, desktop, mobile, l'aspect géolocalisé, on peut faire exploser encore plus ce nombre de combinaisons. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, quand on travaille le SEO et le SIA en convergence ou en synergie dans Google, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on se doit de travailler la page produit, la page listing, les pages conseils et également ce qu'on appelle l'écosystème digital. C'est-à-dire finalement l'ensemble des contenus que vous allez pouvoir pousser dans les plateformes Google, que sont Google Local Business, YouTube, et puis il y a également les podcasts, il peut y avoir d'autres verticales, les Hotel Finder, etc. etc. Donc nous, on va venir finalement travailler ce qu'on appelle le reach, donc la couverture de l'ensemble de l'écosystème digital, le site plus l'ensemble des verticales Google. Dans le e-commerce qui nous intéresse également, c'est forcément l'aspect shopping, puisque le shopping est fortement mis en avant dans les pages de résultats sur du e-commerce. Pourquoi ? Un, parce qu'il y a de l'illustration. Alors, un, parce que c'est tout en haut de la page. Deux, parce qu'il y a de l'illustration. Trois, parce qu'il y a du prix. Effectivement, quand vous mixez c'est l'emplacement, le visuel et une notion de prix, l'internaute il a envie de comparer. Donc ça, c'est un must-have forcément en Search Ads. Faire du Search Ads classique sur du e-commerce, ça ne sert à rien. On peut coupler par contre les deux, faire du Google Shopping Ads et de l'Ads. Donc là, ça commence à être intéressant. Par contre, que du Search Ads en mode des liens bleus sans illustration, sans prix, ça ne sert pas à grand-chose de perdre votre temps. On voit sur la droite une page de résultats de Google Shopping, où là, on voit qu'il y a globalement deux emplacements. Il y a le SIA, donc la partie payante, et le SEO, la partie que j'appelle gratuite, même si le référencement n'est pas vraiment gratuit, vu qu'il faut produire du contenu, voilà, il y a un temps passé. Mais sachez qu'il est possible d'être dans Google Shopping en mode gratuit. On vous conseille pas simplement de faire indexer vos pages avec des rich snippets prix, de venir finalement baliser votre contenu avec les bons éléments techniques, mais vraiment de créer un compte Google Merchant, parce que là, vous allez quand même pouvoir aller plus loin et puis retravailler certaines parties de votre SEO dans la partie shopping. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, quand on travaille sur de la visibilité dans Google, on ne peut pas se passer en fait, de la synergie entre le SEO et les SIA. Je vous le disais tout à l'heure, le fait d'avoir un SEO au moins technique, clean, donc SEO friendly, vous permettra d'avoir accès à certaines extensions de la partie Google Ads. Et globalement, on s'aperçoit aussi que notre métier de traffic manager SIA ou de SEO expert, c'est de produire les bons contenus autour d'intentions, de créer des audiences. En ads, c'est de plus en plus prioritaire, c'est-à-dire qu'on est moins dans je choisis mon mot-clé, on n'est même plus du tout dans cet objectif-là, on est plutôt dans j'ai des audiences, je les prends larges et petit à petit, je les affine. Et puis, je vais aller faire, comme dans Facebook Ads, des lookalikes. Donc, je vais aller chercher des audiences similaires autour de topics, autour de sujets et non plus autour d'un mot-clé. Donc, par rapport à ce qu'on a vu juste avant, il est absolument nécessaire, si on veut développer le CTR, donc le taux de clic dans une page de résultats de Google, de travailler son SEO, son SIA et également de travailler l'écosystème global et non pas que l'URL du site. Deuxième page d'autopromotion. Sur Data Garden, on a un outil justement qui va permettre de monitorer, de découvrir à la fois le potentiel de rich SEO, de couverture finalement sur votre secteur d'activité, dans votre verticale. Est-ce que j'ai plus d'images que de photos? Est-ce qu'il y a du local qui apparaît? Sachant qu'il y a à peu près 30% des requêtes qui ne sont pas localisées, qui présentent quand même du local. Ce qui veut bien dire que vous êtes géolocalisé sans le demander. Donc, nous, on va venir scanner ça. On va faire finalement un paille de visibilité, se dire sur ton marché, OK, tu dois travailler ton SEO, mais il faut aussi que tu travailles ton SEO image et ou ton SEO local et ou ton SEO YouTube, etc. Et puis, à côté de ça, après, on va venir monitorer les effets des optimisations ou de la production de contenu. Encore une fois, dans le contenu, il y a tous les types de contenu et suivre ça dans le temps. Puisque, in fine, une audience YouTube va pouvoir être retargetée en ads. Donc, on a tout intérêt à être bon sur la partie organique de manière à créer ensuite des listes d'audience, des personnes qui vont venir voir une chaîne ou des vidéos.
Les grands critères, je ne suis pas trop rentré dans le détail parce que je pourrais passer des heures dessus. Moi, j'ai surtout voulu mettre en avant finalement les critères pour la partie SEO e-commerce qui étaient obligatoires aujourd'hui et les problématiques qu'on rencontre le plus souvent. Donc, il y a la problématique de santé technique, la problématique de contenu, la problématique de popularité. Santé technique, c'est ce que certains appellent le SEO friendly. Nous, on n'est pas là pour faire du SEO friendly, mais du SEO certified, parce que le côté juste un peu friendly, c'est cool, mais en fait, quand on est sur des mots-clés à très forte audience, il faut aller au-delà du friendly. Donc, moi, j'ai mis un gros warning sur toutes les navigations à facettes qui peuvent être générées sur à peu près tous les CMS, que ce soit un Magento, un Presta, etc., ou un Salesforce Cloud Commerce. Donc là, il y a une vraie problématique de faire indexer finalement soit trop peu, soit beaucoup trop d'URL, beaucoup trop de contenu à faible valeur ajoutée. Et c'est redondant avec le deuxième point qui est le crawl budget. Google, aujourd'hui, a réellement des problèmes d'indexation. Donc, plus vous en donnez, et si en plus derrière, il s'aperçoit que c'est qu'une duplication ou une sorte de pseudo-page qui n'est pas si différente d'une autre facette que vous avez fait indexer, plus il va venir finalement sabrer votre indexation globale et donc le potentiel de positionnement de votre site. On a, comme sur Amazon, dans les flux, effectivement, la gestion du stock est importante. Et on retrouve aussi l'impact d'un yo-yo du stock dans les URL, donc dans les pages de vos e-commerce. J'ai un produit qui est en rupture de stock. Comment je gère l'URL d'accès à ce produit? Est-ce que je la laisse comme ça? Si oui, c'est quand même indexé dans le shopping à droite à gauche. Qu'est-ce que Google Ads va dire quand il va détecter que vous n'avez pas le stock? Donc, du coup, ce n'est pas forcément bon pour l'optime global du compte. Et également SEO, si au contraire, on se dit, tiens, je vais la mettre en 302 ou en 301, cette page-là, c'est-à-dire je vais la faire rediriger. Vers quoi je la fais rediriger et surtout quel code de redirection j'utilise. Donc là, c'est également un warning qu'on voit un peu moins souvent que les navigations à facettes, mais quand on les voit, c'est toujours très critique. Sur la partie santé technique, on a aussi toute la gestion de flux. Alors, Guillaume, lui, il travaille sur Amazon, donc il a un flux qui est hyper béton, on va dire. Vous faites passer, il n'y a rien qui doit passer à côté. Nous, plus ça va, plus c'est la même chose. Soit vous passez en mode Google Shopping gratuit ou pas trop de budget, finalement, vous laissez un peu faire la machine, ce que Google commence à faire pas trop mal. Soit vous avez une vraie stratégie de conquête dans Google Shopping, et là, le flux, il doit se rapprocher d'un flux type Amazon. Alors, on n'a pas le système des bullet points, etc. Pourquoi on ne l'a pas? Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui est la priorité en SEO sur ces secteurs-là, c'est la page listing de produits, la page catégorie. Donc, on passe plus de temps sur la page listing que sur la page produit en elle-même, mais on ne la laisse pas tomber non plus. Et un peu comme pour Amazon, il faut bosser ses visuels, il faut avoir des pages marques, il faut avoir un certain nombre de produits aussi sur les listings. Si vous avez un concurrent qui a 40 produits sur sa page de listing et vous venez avec 3 produits, on ne va pas se battre avec les mêmes arbres. Autre problématique, c'est la partie contenu. Donc, les contenus enrichis, je vais vous en parler sur la partie listing de produits. Les mises à jour, ça, c'est absolument obligatoire aujourd'hui de mettre à jour ces contenus. Ce n'est pas de changer un mot-clé, c'est vraiment de venir chercher les nouvelles intentions et répondre à ces intentions. Les topic clusters, c'est d'arriver à grapper aussi ces contenus. Ça, c'est finalement les stratégies qu'on va retrouver en lead gen et petit à petit qu'on applique au e-commerce. Les fameuses pages marques et enfin le maillage interne in-text, donc vraiment dans la description des produits. Ça, c'est un parent pauvre du SEO et ça fonctionne pourtant très, très bien. Et enfin, le netlinking. Donc là, c'est le triptyque SEO classique. Netlinking en direction des pages listing, pas des pages produits. Côté Algo Ads, on va avoir une petite dizaine de critères. Les plus importants, c'est effectivement la qualité du flux, les stocks, de venir câbler finalement son CRM avec son compte Google Ads pour montrer à Google finalement des micro ou des macro conversions. On est exactement dans la même problématique que sur Amazon. On a besoin de venir nourrir la machine. Notre métier, c'est finalement plutôt le consultant qui va venir débrider des machines, donner à manger à Google, que ce soit par des assets de texte, que ce soit par des assets de vidéo, d'images, et ensuite de venir faire travailler la machine autour de conversion pour indiquer à Google, pour aider Google à trouver la bonne audience, l'audience qui va transformer.
je passe parce qu'effectivement, on est un petit peu en retard. Gros warning sur Google, ça on le savait, mais c'est d'autant plus vrai aujourd'hui puisqu'il y a l'arrivée de Performance Max, qui est un nouveau type de campagne qui devient un peu obligatoire sur Google, CF, la fin des cookies tiers. Et finalement, on s'aperçoit que quand on coupe des campagnes du jour au lendemain, ce qui est arrivé, ce qui nous a été imposé par certains de nos clients au premier confinement Covid, on a tout coupé. Et puis, quand on a voulu remettre, on s'est aperçu qu'il a fallu beaucoup de temps avant de retrouver à peu près le même niveau de performance. Et on a mis plusieurs mois avant de retrouver ces performances. Quand vous coupez et que vous rallumez, en fait, en coût au clic, vous prenez quasiment 146% d'augmentation. 3 semaines après, vous êtes encore à quasiment 90% d'augmentation. Et côté coût par conversion, vous faites du plus 40 et puis du plus 16 3 semaines après. C'est vrai, et c'est d'autant plus vrai qu'avec le Performance Max, là, on n'est plus sur 3-4 semaines, mais plutôt sur 5, 6, 7 semaines sur lesquelles il ne faut absolument rien toucher. Il faut laisser travailler la machine. Ce n'est pas parce que ça ne fonctionne pas dans les 10 jours qui suivent qu'il faut essayer de dire tiens, je vais bouger mes enchères ou changer de stratégie d'objectif. Au contraire, là, c'est un petit peu budget perdu pendant 5-6 semaines. On laisse apprendre la machine et ensuite on optimise. Ne jamais être en rupture de stock, on en a parlé tout à l'heure. En tout cas, sur Amazon, c'est vraiment, et je vois que sur Google, c'est la même chose, mais c'est vraiment catastrophique pour le référencement naturel. Et encore une fois, après, si on est en rupture, il va falloir charbonner pour pouvoir de nouveau récupérer les places qu'on a perdues pendant cette rupture. Je crois qu'il y a un graphe juste après qui le montre. C'est un de nos clients qui a été en rupture pour plein de problèmes, d'ailleurs liés au Covid, des histoires de containers qui n'arrivaient pas en temps et en heure. Et du coup, à ce titre-là, on s'est retrouvé en rupture. Donc, on a un référencement naturel en début de période qui est vraiment extrêmement bon et extrêmement intéressant. Puis, bam, la rupture surgit. On se retrouve avec des produits qui sont pas des référencés, je grossis le trait, mais en tout cas qui sont mal référencés. Et il a fallu de nouveau travailler énormément, lancer des campagnes, baisser le prix pour pouvoir retrouver le ranking que l'on avait perdu lors de cette rupture de stock. Donc, ne jamais être en rupture de stock. On dit toujours ça à nos clients. Si vous avez de l'ambition sur Amazon, ayez de l'ambition sur votre commande de stock et faites très attention à ça. Ça, c'est l'impact des avis clients rapidement, je crois que c'est terminé, mais l'impact des avis clients sur la conversion et sur le niveau de vente, c'est extrêmement important d'avoir de bons avis et des avis en nombre. Je pense qu'on en a assez dit là-dessus. Ça, c'est l'impact du prix. Souvent, nous, pour le référencement, on va jouer avec le prix quand les marques le permettent. Parfois, ce n'est pas possible pour des raisons de distribution, de réseau de distribution. Mais quand on peut le faire, et notamment après des ruptures de stock, par exemple, on va baisser le prix. Là, on voit la corrélation finalement entre le prix qui est en vert et le référencement qui est en bleu. Donc, on ne va pas faire que ça pour bien être référencé, mais ça peut aider à retrouver des places que l'on a perdues lorsqu'on est de nouveau en stock, par exemple. Donc, il y a vraiment un vrai aspect prix sur Amazon, puisqu'Amazon est customer-centric, il souhaite que son client achète le meilleur produit, le mieux noté, forcément au meilleur prix. Et à ce titre-là, il apprécie qu'on puisse baisser le prix, qu'on ait un prix plus faible que la concurrence. Donc, on voit vraiment l'impact du prix. Pour terminer, nous n'avons que 3 minutes de retard, c'est parfait. On voulait faire un point sur ce qu'on voyait déjà, ce qui était en train d'arriver sur Amazon et sur Google, histoire de vous aider à vous projeter aussi sur la fin d'année et puis l'année 2023. Yes, sur Amazon, du coup, ça va être le trafic externe, les liens externes, l'algorithme Amazon, le nouvel algorithme adore ça. Donc, on voit de plus en plus de formats très particuliers, des influenceurs, ce qu'on appelle l'influenceur programme, des influenceurs qui, en plus d'avoir leur compte Instagram ou leur compte TikTok, ont leur propre boutique sur Amazon, notamment cette fille que l'on voit là. Et ensuite, via son compte Instagram ou son compte TikTok, elle va rediriger vers une fiche produit dont elle fait la promotion. Elle va bien entendu être rétribuée pour tout ça et ça va indexer la fiche produit beaucoup mieux. Donc, ça fait partie des gros travaux sur l'année fin 2022 et début 2023. Ça va être attirer du trafic externe via notamment cet influenceur programme. Et le live shopping, Amazon, à l'instar de ce que tout le monde connaît, c'est-à-dire le télé-shopping, on va retrouver, notamment par ces influenceurs ou bien par la marque directement, des ventes en live avec une promotion couplée généralement à une promotion en moins 20, en moins 30, en moins 50%. On va expliquer son produit en live, on va se filmer et on va vendre directement sur Amazon Live. Et ça, c'est extrêmement performant. Ce n'est pas un format qui est très connu sur la France et sur l'Europe, mais nous, on voit d'ores et déjà des performances aux États-Unis qui sont hallucinantes. Donc, on revient un petit peu quelques années en arrière avec le téléshopping, mais qui cartonnent à l'heure actuelle sur Amazon.com, où les gens, au-delà de la vidéo qu'on retrouve sur la fiche produit ou en campagne publicitaire, on va voir vraiment une vente du produit en live. Et ça cartonne. Côté Google, ce qui cartonne, c'est la convergence, la synergie entre le SEO, le SIA et pensez reach, pensez écosystème. Il y a votre site web, mais il y a également tout
le contenu que vous allez pouvoir importer dans les différentes plateformes de Google, en priorité la partie business, donc local, pardon, et ensuite la partie YouTube, qui vont ensuite nous permettre de créer de nouvelles audiences, de venir retargeter. Donc aujourd'hui, penser l'un sans l'autre, ça paraît complexe. Ce n'est pas toujours évident à faire, parce que humainement, on a des chefs de projet et des consultants SEO, SIA qui n'ont pas exactement les mêmes objectifs. Il y en a des objectifs de très court terme, de long terme, tech, contenu. Donc, ça nécessite d'instaurer un workflow entre les différents leviers qui est important. Mais en tout cas, pour nous, Cybercité 2022-2023, c'est absolument prioritaire d'être sur les deux leviers en même temps, qu'ils soient gérés avec un workflow particulier. Moi, ce que je voulais dire sur la partie SEO e-commerce, contenu SEO, c'est que finalement, le Graal, c'est d'obtenir une autorité qui soit reconnue par Google. Et finalement, ce que dit Google, c'est il faut que tu fasses du contenu, il faut que tu fasses de la vidéo, il faut que tu aies un super catalogue produit, il faut que tu suives les intentions, il faut que tu postes souvent. Donc, du coup, il nous pousse à devenir, à ce que l'annonceur devienne un média à part entière. Le e-commerçant, il n'est pas là juste pour produire des fiches produits, il est là aussi pour guider avec de l'inspirationnel, de la vidéo. Donc, ça nécessite énormément d'investissement en production, en réflexion, en production, en suivi, pour arriver à atteindre à peu près les mêmes résultats qu'auparavant. Donc, on est obligé de démultiplier les efforts pour aller chercher le même type de performance. Côté ads, donc, je vous en parlais tout à l'heure, il y a Performance Max. Donc, c'est un peu la black box de Google. C'est qu'auparavant, on pouvait gérer de manière très fine la performance jusqu'aux mots-clés. On peut encore le faire, mais on n'a plus accès à tous les mots-clés. Et ce que nous dit Google, c'est avec la fin des cookies tiers, finalement, il change de paradigme. Sa logique à lui, c'est de se dire, je dispose d'un écosystème complet, le search, Gmail, YouTube, un réseau display, le local, etc. Donne-moi ton budget, donne-moi les assets qui vont autour de ce budget, des images, et il lui faut beaucoup d'images, des petites vidéos. Aujourd'hui, quand vous vous lancez sur du Google Shopping en Performance Max, il faut venir présenter vos produits en vidéo de 10 secondes minimum. Donc voilà, on est obligé de fournir énormément de choses pour pouvoir finalement toucher les internautes tout au long de leur parcours, du haut tunnel au bas tunnel. Et puis, ce qui est en train d'arriver, ce qui commence à pas mal performer, c'est l'aspect YouTube Product, où on va finalement pousser des listings en sponsorisé en dessous de vidéo, donc pour accéder directement à mon produit ou au produit qui parle dans la vidéo. Et puis, la partie Local Inventory, j'avais commencé par vous dire que le shopping devenait local. Et effectivement, aujourd'hui, on va pouvoir câbler ces deux particularités que sont la recherche ultra localisée de proximité et en même temps le stock et le produit qu'on peut venir chercher en click and collect ou alors acheter directement dans le magasin. Je crois qu'on est. Je vous remercie. Donc, du coup, merci à tous. Si vous voulez creuser le sujet, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, un grand plaisir pour évoquer tous ces sujets, que ce soit la partie référencement naturel, la partie référencement payante sur Amazon et tout le reste, tout l'écosystème qui est extrêmement vaste. Donc, à votre dispo et merci pour votre écoute. À très vite. Merci messieurs. On enchaîne vite sur la conférence de Meta. On se retrouve sur l'autre lien que vous avez reçu dans le chat. À tout de suite.